Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et oui, on est là essentiellement pour ça et pour vous. N'oubliez pas de vous abonner au 1 an de la lettre de Géopolitique Profonde. D'ailleurs, c'est le dernier jour pour s'abonner à celle-ci de ce mois-ci. Hein. Donc, allez-y, parce que peut-être que de ce mois-ci, on n'aura plus. Et c'est le premier article de notre ami, le général de la Warde. Tiens, j'entends la porte s'ouvrir. Je sens que y a un retardataire. Et oui, il y a un retardataire, évidemment. Montrez-le, ce manant-là, retardataire qui est là. Salopard, va. Hein? Bon, c'est bien, t'as mis une belle chemise, t'as mis une belle cravate, donc on t'excuse. Alors aujourd'hui, on va parler de nutrition, on va parler de crudivorisme, de la beauté, de l'état, de tout ce que vous savez. Et pour ça, on a notre ami Thierry Casasnovas. Et c'est vraiment un honneur de l'avoir parmi nous. Bonjour Thierry. Thierry, comment ça va? Bonjour Mike, mais bien, très bien. Merci de me recevoir. C'est suffisamment rare pour que je le salue. Bah oui. Mais ici, on vous aime beaucoup et c'est pour ça qu'on a tenu à vous inviter. J'ai dit nutritionniste, est-ce que c'est une bonne définition? Non, en fait, c'est pas une bonne définition. Bah ouais, c'est pour ça que je me dis, je ne savais pas comment vous définir. Parce que vous êtes tellement touche à tout en plus. Oui, c'est une bonne question. En fait, je suis un touche à tout, autodidacte, passionné de naturopathie, qui a d'abord et avant tout expérimenté la naturopathie pour lui-même, parce que j'étais dans un état, à un moment de ma vie, un état de santé extrêmement déplorable, qui a utilisé cet outil et qui en a tiré d'énormes bénéfices, et qui à un moment a eu à cœur de partager cette connaissance de la naturopathie. Donc on va dire, c'est un terme que j'ai utilisé parce que j'ai été mis en examen il y a 1 an, et devant la juge d'instruction qui me posait exactement la même question, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que vous êtes en fait ?» Et alors, dans une espèce d'envolée lyrique, je lui ai dit « Je suis un chantre de la naturopathie. » Voilà, je suis quelqu'un qui vante les louanges de la naturopathie, qui la popularise, j'espère, qui la rend accessible, qui la rend sexy, qui donne envie aux gens d'aller voir de ce côté-là. Voilà. Ben justement, comment on passe d'un état où on est malade, on est en état déplorable, à se dire, tiens, ce n'est pas le traditionnel, la chimie qui va me soigner, mais la nature. Comment on passe de l'un à l'autre? Quel est le truc, on va dire? Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est d'abord le fruit de ce qu'on appelle, dans mon cas, une errance médicale, c'est-à-dire une situation qui dégénère de plus en plus, dans laquelle je perds de plus en plus de ma capacité physique, et les réponses qui me sont apportées ne m'offrent pas de solution. Mon état se dégrade. Donc je commence à aller voir aussi dans les thérapies dites alternatives, ainsi de suite. Mon état continue à se dégrader. Et un jour, il y a une espèce de fracture. Voilà, c'est difficile à expliquer. C'est le fruit de tout ce que j'ai amalgamé comme connaissance, le fruit aussi d'une intuition et d'une conviction très profonde qui surgit de l'intérieur, qui est de dire, finalement, si tu en es dans l'état où tu es actuellement, c'est simplement parce que tu as posé des choix de vie qui sont aberrants. Et il va falloir que tu prennes en main ta vie, il va falloir que tu prennes tes responsabilités, que tu corriges les facteurs qui sont déficients pour arriver à corriger ton état de santé. Mais c'était comme une espèce de jaillissement en moi, d'évidence vraiment. On parle d'un moment où dans ma vie, moi, je suis dans un état, on dit de cachexie, c'est-à-dire vraiment, je fais 1m75, 30 kg, je suis en fauteuil roulant, je suis impotent. Et je pense que dans ces états de très grande faiblesse, il peut y avoir aussi des moments où le mental déconnecte littéralement et il y a quelque chose qui vient de l'intérieur. Et pour moi, il y a une évidence qui se fait, c'est, voilà, tu vas changer ton alimentation, tu vas changer ton rapport aux autres, c'est passé aussi par vraiment une grosse démarche, en utilisant un terme très connoté, mais de repentance. C'est-à-dire que j'ai vraiment réalisé que j'avais eu des comportements dégueulasses par rapport à certaines personnes, de poser des actes de pardon, des choses comme ça, de demander pardon à des personnes. Et force est de constater que dans les semaines qui ont suivi, mon état, alors qu'il se dégradait depuis 7 ans inexorablement malgré tout, il a commencé à s'améliorer. Donc, au bout d'un certain temps, quand j'étais un peu tiré d'affaire, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé pour moi. Donc, j'ai vraiment étudié la physiologie, la naturopathie. Et quelques années plus tard, là aussi, comme la comparaison est peut-être un peu présomptueuse, mais comme un arbre donne des fruits, j'ai eu à cœur de le partager. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des vidéos. Ça a commencé en 2011, de façon très très spontanée, un téléphone portable scotché sur un bout de bâton. Et j'ai dit, voilà, j'ai quelque chose à partager. J'ai une expérience que j'ai vécue. Je pense que cette expérience, elle se base vraiment sur des grands principes qui sont valables pour tout le monde. Et j'ai à cœur de vous le dire. Voilà, donc c'est ça l'élan premier, et c'est ce que j'espère ne me quitte pas depuis. C'est-à-dire que avant cette période, vous étiez en gros un homme moderne lambda avec ses qualités et ses défauts, quoi, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Oui, non, moi je suis pas né dans une famille
alternative du tout, par enseignant. Enfin, vie à la campagne normale, bon élève, j'étais plutôt un scientifique, hein, j'ai fait des études supérieures en fac, j'ai un bac+4. Voilà, quand j'ai été malade, je faisais recours à la médecine. Enfin, voilà, il n'y a pas de... Et d'ailleurs, même si j'ai des côtés un petit peu taquins, un petit peu virulents, mon discours fondamentalement n'est pas un discours anti-médecine, c'est un discours pro-santé. Et parce que je pense qu'actuellement, on s'occupe beaucoup de maladies et pas assez de santé, et que finalement, il y a peut-être des intérêts là derrière, parce qu'on est dans un monde de gestion, d'enrichissement, on est dans un système de la maladie, et moi j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice pour construire un système de santé. Alors, on va parler de tout ça, cher Thierry, mais avant ça, je vais faire le petit tour de table habituel. Alors, à votre droite, vous avez notre amie Lara Stam, qui est rayonnante de Radio Courtoisie, patronne d'émission avec Nicolas Stocker. Comment ça va, chère Lara? Tout va très bien. Ravie d'être là. Contente d'être là. Ah, je suis contente d'être là, parce qu'il y a tout un tas de sujets que je souhaitais aborder, effectivement, avec Thierry, sur la santé, sur le bien-être. Je remarque que vous êtes plus content d'être avec Thierry qu'avec d'autres, hein, ou qu'avec moi, par exemple. Hein. Si, je ne sais pas pourquoi. Arrêtez, Mike. C'est assez bizarre. Je viens avec plaisir à chaque invitation. Je n'ai jamais manqué une, hein, donc voilà. En tout cas, je réponds on toujours attend vos interventions avec grand plaisir. Ah je vais faire des parallèles avec la Russie, avec je me disais, tiens, éléments pour qui changer, sont très très similaires. Pour changer avec la Russie. Tiens, j'ai fait ce matin une interview avec la Russie aussi. Ah oui? Ah oui. Avec qui? Avec une dame de la fondation de la paix, quelque chose comme ça. Voilà, j'en parlerai, tiens. Vous avez vu tout ce que je fais. Bien. Bref. C'est bien. C'est bien. Merci, chère Lara. Persévérer, Mike. Voilà, je persévère, vous avez vu. Merci, chère Lara. En face, nous avons notre ami Marc Daoud, que vous connaissez tous, parce qu'il est directeur de publication de Nexus, l'excellent Nexus. Salut, cher Marc, comment ça va? Salut, cher Mike, merci. Merci pour cette nouvelle invitation. Ça va depuis Sylvie Charles? Ouais, je m'en suis remis. Voilà, je donc pense ça va. comme beaucoup de téléspectateurs qui ont suivi ça avec attention. Ce qu'elle balance, franchement, c'est extrêmement intéressant. D'ailleurs, c'est cette même méthodologie, cette corruption, et qui s'abat de la même façon sur des personnalités comme Thierry. On en reparlera après, et on voit, c'est les mêmes mafias, finalement, on va dire ça. Et on va en parler, et il faut justement en parler. Merci beaucoup, cher Marc. Et à votre droite, notre ami Jean-Maxime Corneille, à qui je vais acheter une nouvelle montre. Comment ça va, cher Jean-Maxime? C'est fou, il y a des gens sur les routes, c'est terrible. Je ne devrais pas venir par accident, je dois venir en voiture. Alors, si vous veniez de Paris, j'aurais dit oui, c'est Hidalgo, mais vous n'êtes pas de Paris. Donc là... Oui, ça marche quand même. Il y a bon, d'accord. C'est affreux les gens. En étant sérieux, ça va être passionnant. Ce sujet est vraiment passionnant, et les interactions justement entre le bon sens, en fait, ce que disait Solzhenitsyn dans son discours de Harvard en 1978, en Occident, le droit, on ne l'a pas vu, hein, mais le droit a été déconnecté de la morale. C'est-à-dire qu'il est légal d'empoisonner les gens. C'est quand même génial. Lui le disait en 78. Ceci devrait nous faire réfléchir. Voilà pour ma introduction. Bon, très bien, on en parlera. On en parlera avec grand plaisir. Solzhenitsyn qui a eu 4 cancers dans sa vie, hein, et qui est mort de vieillesse. Oui, pas mort de cancer. Mourant, c'est grâce à Dieu. C'est une drôle d'affaire, ça. Et encore une fois, la spiritualité a joué un rôle prépondérant dans ses guérisons. Alors qu'il était condamné complètement dans un camp de goulag, il devait normalement finir mort, il devait mourir jeune d'un cancer. C'est vrai. Pour le coup, c'est vrai. On va en parler. En tout cas, merci à vous. Cher Thierry, vous avez parlé de partage. C'est ce qu'il faut faire. Il faut partager ses connaissances aujourd'hui. Et j'ai l'impression que, justement, on n'est plus dans l'époque de partage. Comment ça se fait que vous voulez partager ces connaissances acquises toutes ces années durant? Je pense que c'est un mouvement spontané de toute personne qui expérimente quelque chose qui la transforme, qui lui fait du bien. Il y a un moment où on est dans la réception, dans une démarche tournée de l'extérieur vers soi-même, et il me semble que naturellement, toute personne qui à un moment accumule une connaissance, une expérience, a envie de la partager. Enfin, c'est un mouvement spontané, c'est un moment... Et d'ailleurs, dans mon cas, ça a joué un rôle. On parle des zones bleues de la planète, les zones où les hommes vivent plus longtemps, naturellement. Il y a une île qui a été très médiatisée qui s'appelle Okinawa. Et sur cette île d'Okinawa, ils ont défini quelques principes de santé. Il y en a un qui est très important pour eux, c'est un terme qui s'appelle Ikigai. Ikigai, c'est vraiment la mission de vie, le but de vie, le truc qui nous porte, le truc qui nous fait nous lever, même si on est fracassé, si on est crevé le matin. Et dans mon cas, effectivement, le fait de partager
cette découverte qui a été la mienne, découverte émerveillée, qui en fait mon état de santé, le fonctionnement de mon être relevé de certains grands principes, de certaines grandes lois, et qu'elles étaient connues, ces lois, de les découvrir, de les étudier, de les expérimenter et de voir les bénéfices. Et le fait ensuite de les partager et de voir que c'était bénéfique aussi pour d'autres, c'est devenu un ikigai, c'est devenu quelque chose qui me porte, qui m'a fait aussi traverser toute l'adversité, on pourra en parler certainement. Et s'il n'y avait pas cet ikigai, s'il n'y avait pas cette détermination, cette joie, parce que c'est vraiment du domaine de la joie, qui est aussi, je pense qu'ici c'est quelque chose que je peux dire ouvertement, qui ne sera pas trop stigmatisé, mais qui est aussi en lien avec ma foi. Je suis quelqu'un de profondément croyant et qui croit en une création qui est structurée, qui n'est pas arbitraire, qui répond à des lois. Et tout ça, c'est cohérent. C'est-à-dire que cette découverte de la naturopathie répondait aussi à ma foi profonde. Et cet ensemble-là, j'ai qu'une envie, je ne sais pas comment le dire autrement, j'ai même pas le choix, en fait, c'est pas un choix délibéré, c'est pas un calcul, c'est pour ça que je peux imaginer peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont imaginé qu'en me mettant la pression, en me mettant en examen ou choses comme ça, ils pourraient me faire changer de business. Mais en fait, c'est pas un business, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est un cri du cœur. Mais il faut dire que foi, spiritualité et partage ne vont pas avec l'époque moderne. Ça, pas obligatoirement, effectivement. Ça, les gens n'aiment pas, enfin, pas les gens, mais je veux dire, les instances n'aiment pas trop. Une certaine forme du monde, oui, n'aime pas ça. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, l'État cherche à vous enfermer, à empêcher ce partage. Comment on le vit, ça, actuellement? On le vit. Je ne l'ai pas vu venir, déjà, premièrement, et donc je ne m'y étais pas préparé. Parce que moi, dans mon point de vue, j'étais un petit gars, avec peu de moyens, qui faisait ça un petit peu dans son coin de jardin, qui avait juste à cœur de partager des recettes de santé. J'avais l'impression de faire du bien aux gens. Les retours que j'avais étaient d'excellents retours. Donc moi, j'étais le gars bien dans l'histoire, quoi. J'étais le gentil. Donc quand il y a eu les premiers articles de presse au début, ça a commencé en 2014, sur le coup, je n'ai pas compris. Je me souviens d'ailleurs, le premier journaliste s'appelait Thibaut Shepman, qui écrit à rue 89, qui a écrit le premier article à charge contre moi. Je me souviens, naïvement, j'ai pris le téléphone, j'ai eu son numéro de téléphone, je l'ai appelé, j'ai dit, mais on ne se connaît pas, pourquoi vous avez fait ça, quoi? Bon, il m'a rionné, j'ai compris que le dialogue était impossible, mais je ne l'ai pas vu venir, je ne l'ai pas vu grandir, et je ne l'ai pas considéré aussi. Parce que pour moi, le plus important durant toutes ces années, c'était cette mission, c'est-à-dire apporter des éléments de santé, être là régulièrement au travers de mes vidéos pour soutenir les personnes qui avaient envie de changer leur hygiène de vie, de reprendre en main les rênes de leur vie, et d'être là pour eux. Et quelque part, j'avais l'impression que toute l'énergie que je consacrerais à me défendre, à attaquer pour diffamation, à essayer de redorer mon image, c'est de l'énergie que je n'aurais pas pour cette mission-là. Donc j'ai choisi ça. Et en plus, pour rester toujours sur le plan de la foi, pour moi, la seule personne qui me jugera, ce sera Dieu, de toute façon. Donc les jugements de ce monde, en fait, quelque part, c'est pas grave pour moi, ça n'a pas d'importance. C'est pas pour cette course-là que je suis là. Donc j'essaye d'être conforme à ce que je sens dans mon cœur, j'essaye d'être conforme à ma conscience, j'essaye d'être conforme à mon éthique et à ma morale, de rester droit avec ça. Et le reste, j'ai choisi de tirer droit. Justement, ce que vous faites casse un business, c'est-à-dire qu'on le voit, des grands industriels mettent par exemple énormément de sucre raffiné, c'est une forme de poison aussi, ça casse une industrie, donc ça casse forcément des taxes, tout ce qu'on veut que recevra l'État. Et vous allez vers la nature, vous prenez des produits naturels, et malheureusement, ces produits naturels, ils sont gratuits. Et quand ça ne rentre pas dans la caisse, forcément, l'État n'est pas content. J'imagine qu'il y a ça derrière. Oui, j'imagine. Alors, je ne pense pas qu'à moi tout seul, je puisse mettre en péril... Oui, mais vous pouvez influencer des centaines de milliers de gens qui ne sont pas des consommateurs. Oui, et puis je pense que c'est vraiment la marque d'une époque qui est une époque de totalitarisme. C'est-à-dire que peu importe que l'élément... est vraiment une incidence, c'est-à-dire qu'à moi tout seul, mon petit gars, petit catalan dans son coin avec sa pauvre caméra, c'est pas moi qui vais changer le monde et mettre en péril Pfizer, c'est certain. Mais il y a une volonté vraiment de faire taire tout ce qui est dissident. Et je pense que de par ma position, voilà, avec les années, j'ai pris une position quand même de visibilité importante sur les médias de type YouTube et ainsi de suite. Et donc, c'était important à un moment ou à un autre de me faire taire, à la fois comme exemple, je pense aussi, parce que voilà, si on arrive à me réduire au silence et à faire peur avec ça, je pense qu'il y en a d'autres qui n'oseront pas parler. Et puis parce que simplement, il s'agit qu'il n'y ait rien qui dépasse.
Il faut qu'il n'y ait rien qui dépasse et amener une réflexion sur le fait de reprendre en main sa vie, de s'autonomiser. Hein, c'est quelque chose, je me définis plus par ma foi que par mon orientation politique, mais je n'ai jamais caché que j'avais vraiment une orientation politique plutôt libertaire, on va dire. Hein, je suis catalan, les anarchistes catalans, c'est quelque chose qui m'imprègne. Donc c'est vraiment l'autonomie à tout prix. Et pour un système qui est basé sur la dépendance et l'hétéronomie, c'est-à-dire le fait de dépendre de quelqu'un d'autre, hein, c'est l'arme absolue, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent ce que je dis aux gens. Je leur dis, d'une façon provocante, n'allez même pas défiler contre les grandes entreprises pharmaco-chimiques. Mais obtenez la santé et quelque part, vous coupez complètement. C'est-à-dire, c'est pas lutter contre, c'est s'abstenir totalement, faire sécession. Et ça, c'est un terme qui est très important pour moi. Et je pense que pour un système qui est basé sur la dépendance, faire appel à la sécession, c'est un acte de sédition totale. En République, surtout en République jacobine, faire sécession, c'est être un peu un révolutionnaire contre le régime. C'est ça aussi, j'imagine. C'était pas mon intention. En tout cas, c'est pas comme ça que je le voyais. J'étais pas contre, mais je constate que, vu les moyens qui sont développés, je constate que ça doit revenir à ça. Et est-ce que la France devient une tyrannie sanitaire ? En tout cas, la France, je ne sais pas, mais en tout cas, la France a mis en place un système au travers de ce qu'ils appellent la lutte contre les sectes, qui est complètement dévoyée, qui en fait ne lutte absolument pas contre les sectes, les grandes sectes établies et connues, mais qui utilise cet outil pour stigmatiser des personnes qui sont principalement dans les domaines de la santé alternative. La France a mis en place un système qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a nulle part ailleurs dans le monde, on a l'équivalent de ce qu'on appelle en France la MIVILUD, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Ça n'existe pas. Ça faut le dire. Hein. Ouais, ça n'existe ni en Espagne, ni en Allemagne, ni en Angleterre, ni nulle part. Nulle part. Et d'ailleurs, même pas en Russie, par exemple, parce que certains disent oui, la Russie, machin. Non, ça existe nulle part. Et d'ailleurs, la plupart des observateurs internationaux, quand ils voient cette espèce d'obsession contre les sectes en France, rigolent doucement. Non, mais c'est quoi votre problème, en fait ? Parce qu'ils ont clairement identifié qu'en fait, c'est pas une lutte contre les dérives sectaires, c'est une lutte contre les dérives idéologiques. C'est-à-dire, on n'a pas le droit actuellement de condamner quelqu'un au nom de la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on a le droit d'exprimer notre opinion, on a le droit de dire, ben voilà, moi je suis contre telle approche, contre telle approche. Donc on lui met l'étiquette dérive sectaire, et à partir de ce moment-là où il est étiqueté dérive sectaire, ben ça y est, on a le droit de le dézinguer pour dérive sectaire. Mais ça fait rigoler tout le monde. C'est vraiment franco-français pour le coup. Mais je veux dire, malgré l'attaque de l'État contre vous, les gens vous aiment. Est-ce que ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. Ça prouve que finalement, l'emprise médiatique, et c'est amusant, je partageais ça avec Marc Daoud tout à l'heure, avant l'émission, je disais, tu te rends compte que finalement, on est quand même des petits beatniks dans notre coin avec très peu de moyens, quoi, quand tu compares par rapport aux moyens des grands médias, enfin, c'est une mission interministérielle et ainsi de suite. Et avec nos très petits moyens quand même, on accompagne quelque chose qui est un changement profond de société. C'est-à-dire que malgré tous les moyens mis en place, malgré la couverture médiatique, le matraquage médiatique, qui dit aux gens finalement, n'allez pas voir là-bas, n'allez pas voir ailleurs, eh bien, malgré ça, il y a un mouvement de société profond qui font que les gens, ils ont envie de reprendre la responsabilité de leur vie, ils ont envie de s'émanciper de certaines structures de pouvoir, de certaines structures de consommation. Il y a quelque chose de l'atmosphère de sédition en France, et dans le monde d'ailleurs, je dirais, et qu'ils n'arrivent pas à empêcher. Et je dirais même que j'ai l'impression que la violence systémique qui va grandissant en ce moment n'est que le reflet de leur impuissance à empêcher un mouvement profond. Mais regardez, vous tout seul, vous arrivez à ébranler d'une certaine manière l'État. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait 100 000 Casas Novas ou plus ? Je pense que là, l'État serait terrifié. Oui, certainement, et j'adorerais ça, parce qu'en plus... Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas 1000, 1 million de Casas Novas ? J'en sais rien. Après, je pense qu'il y a des milliers de Casas Novas, entre guillemets. En tout cas, il y a des milliers de personnes comme moi prêtes à prendre ce message, et même qui actuellement le font, mais peut-être qui s'exposent moins médiatiquement, parce que l'exposition médiatique, elle a un coût, et je pense que... voilà, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas envie d'assumer ce coup-là, et je le comprends parfaitement, parce que c'est d'une violence inouïe. Mais je pense que c'est déjà en place. C'est-à-dire qu'il y en a déjà des milliers et des milliers de gens qui portent ce message, mais chacun le porte à sa façon. Moi, quelque part, je suis celui qui monte sa gueule, donc je suis visible médiatiquement, mais il y a des tas de gens qui font un travail extraordinaire sur le terrain et qui sont moins visibles. Il faut saluer. Oui, bien sûr, et qui font un travail de fond et ainsi de suite. Chacun à sa place. Moi, en fait, on parle souvent d'appel. Voilà, mon appel, il était là. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été quelqu'un qui aime communiquer, c'est ma force. Hein, donc, j'ai l'impression d'être à ma place.
vous risquez pas la prison quand même, si? À terme, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui peut arriver? Étant donné qu'actuellement, c'est la danse des lois et des tentatives de transformer le légal, puisque actuellement, quand on parle de justice, on parle de légalité. On parle pas. C'est un terme qui est fort pour moi quand même, parce que quand on parle de justice, moi, la justice à laquelle je renvoie, ça serait la justice de Dieu. Quand on parle de justice à l'échelle humaine, à l'échelle étatique, c'est la légalité. Or, la légalité, on peut la faire évoluer dans le sens où on veut. Donc, si on rend illégal le simple fait d'exprimer une opinion divergente ou d'exprimer des réticences ou des critiques vis-à-vis d'un système de traitement et de gestion de la maladie, alors à ce moment-là, oui, je serai condamnable. Alors, le crudivorisme, exactement. Parce que, voilà, on dit que c'est manger cru, mais ce n'est pas que ça, en fait. Oui, et d'ailleurs... Parce que les journalistes parlent de manger juste cru, bon, voilà. Les journalistes adorent les raccourcis. Les raccourcis, les caricatures, ça marche, il s'agit de ne pas réfléchir trop loin. Le crudivorisme, bon déjà c'est un terme que j'ai réfuté très tôt dans mes vidéos en disant attention, pour moi dès qu'on rentre dans une religion comme ça, ça n'a pas de sens. Mon propos, moi, c'est de dire aux gens, faites un examen vraiment honnête de vos conditions de vie, de tout ce qui préside à votre vie, que ce soit sur le plan physique, soit sur le plan psychologique, voire même spirituel, mettez tout à plat. Si vous allez mal, mettez tout à plat et ayez le courage de prendre les éléments qui sont déviants, qui ne fonctionnent pas, et de les corriger. Voilà. Donc l'alimentation en est un, et le fait dans l'alimentation de consommer une part de produits moins transformés, moins industrialisés, et donc une part plus crue et plus vivante, participe, de ce que j'ai pu observer, à une amélioration, une revitalisation de l'organisme. De là à manger systématiquement tout cru, exclusivement, il y a des gens pour qui ça ira très bien, il y en a d'autres pour qui ça ira pas bien du tout. C'est pour ça que je réfute ce terme de crudivorisme, parce que on rentre dans le domaine de l'idéologie. Et pour moi, l'idéologie, c'est la mort de la vie, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la vie est quelque chose qui est en mouvement permanent. C'est quelque chose qui est insaisissable par nature. Et pour moi, on essaie de coller à la vie. Mais coller à la vie, ça nous amène parfois dans des endroits où on ne s'attendait pas. Et je donne un exemple tout bête, mais une personne, par exemple, qui vit un trauma, une annonce terrible, autant je vais vous dire, boire de l'alcool, c'est pas quelque chose de favorable, autant quelqu'un qui apprend une nouvelle monstrueuse, pour éviter de se tirer une balle dans la tête, ça peut être intéressant de se boire une bonne bière, ça va permettre de désamorcer la pression, même si physiologiquement, c'est pas idéal, mais en fait, on s'en fout de l'idéal. L'important, c'est la situation pragmatique. C'est pour ça que mon discours ne plaît pas aux journalistes qui essaient la plupart du temps de le caricaturer, parce qu'ils voulaient me dire, est-ce que vous êtes crudivore? Ben non. Mais alors vous êtes quoi? Mais je suis pour la vie. Je suis pour une écoute intime de la vie en nous, pour comprendre ses besoins et y répondre de la manière la plus juste. Et c'est cette danse avec la vie qui correspond à la santé pour moi. Et cette danse avec la vie, donc, elle demande à écouter l'intérieur. Et c'est ce connais-toi toi-même, d'une certaine manière, vers lequel je pousse les gens. Et c'est pas une méthode en particulier. Manger cru, ça peut, pour certains, ça l'a été pour moi, ça peut pour certains, et une réforme de notre hygiène de vie, ça peut être vraiment un élément prépondérant. Mais pas pour tout le monde. Il y en a d'autres pour qui le challenge, il est plus d'ordre psychologique. Il y en a, c'est leur boulot qui les tue. Donc, c'est pas le temps de penser à manger des salades, c'est le temps de penser à changer le boulot, avant tout. Peut-être qu'après, manger des salades, ça pourrait être intéressant pour eux. Mais le gros point, c'est ça. Donc, en fait, il s'agit d'identifier quel est vraiment le point de fracture, quel est le point qui nous tire en arrière, quel est le cadavre qu'on a dans le placard, de l'identifier honnêtement et d'arriver à le transformer. Alors, vous avez ce site Régénère. Pourquoi Régénère ? Pourquoi ce nom, Régénère? C'est un terme qui est venu. Mais c'est marrant parce qu'au tout début, quand j'ai lancé mes vidéos, puisque c'était mon expérience, j'avais appelé mon site, je l'appelais Vivre Cru. Hein. Et puis, effectivement, j'ai trouvé ça extrêmement réducteur. C'était juste une méthodologie, c'était juste une alimentation, comme si ma vie se résumait à ce que je mangeais. En fait, c'était horrible, quoi, de se définir par son alimentation. Et donc, le terme de régénérer, je le trouve beau parce qu'il y a le terme de génération et régénérer, c'est-à-dire cette possibilité. Il y a vraiment une grosse dimension de l'espérance en moi. Hein. C'est lié à ma foi, lié à ce que j'expérimente et lié à ce que je veux transmettre. C'est-à-dire que mon message, c'est vraiment de dire aux gens, vraiment, si vous avez, je crois profondément que si vous avez l'honnêteté de prendre votre vie à bras le corps, sans vous leurrer, en étant profondément honnête avec vous-même, en vous tenant... quand on parle de prière, on dit souvent allez dans un endroit tout seul, tranquille, pour prier, mettez-vous face à Dieu. Mais là, mets-toi, allez, c'est les gens que le nom de Dieu écorche, pas de problème, mets-toi face à la vie, mets-toi face à ta vie, mets-toi honnêtement, tu vois, en arrêtant de te jouer des simagrées, mets-toi honnêtement face à ta vie. Et je peux te dire que si tu fais ça, si tu prends vraiment en main les éléments qui sont déficients dans ta vie, alors ta vie, elle peut changer. Et donc,
régénérer, il y avait cette dimension-là. Le mot m'a plu immédiatement et je l'ai saisi et il ne m'a pas quitté. C'est un mot aussi qui a une forme d'optimisme, et je sens votre optimisme dans un monde qui en manque cruellement, pour le coup. Où on est surtout dans un fatalisme, un pessimisme, on promet la guerre, on promet la maladie, la faim, la mort, tout ce qu'on veut, ou vous promettez la vie. Oui, mais parce que je pense que c'est la nature même du monde. C'est-à-dire que je pense qu'on a créé un monde de violence, de rareté, de manque. Mais il faut avoir développé énormément de perversité, d'énergie, alors que pour moi, la loi de ce monde, c'est une loi d'abondance, c'est un principe d'abondance, c'est un principe de joie, c'est un principe de pardon, c'est tout ce qui provaut à ce monde, à cette création. Et l'humain, à force de déviance, a vraiment, effectivement, créé un monde de souffrance. Mais pour moi, c'est un peu comme un bouchon qu'on mettrait dans l'eau. Il faut exercer énormément d'efforts pour le maintenir au fond de l'eau, mais à partir du moment où on le lâche et on arrête de le maintenir au fond de l'eau, il remonte spontanément à la surface. Et moi, c'est la même chose. C'est ce que j'ai pu expérimenter au niveau de la santé, mais au niveau globalement de l'individu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrête de se tirer une balle dans le pied, eh bien, les choses, elles remontent relativement facilement et relativement rapidement. Donc oui, il y a beaucoup d'optimisme en moi, je suis profondément joyeux. Moi, j'étais quelqu'un à 33 ans, j'étais un macabé dans un fauteuil roulant, j'étais un marginal, asocial, qui avait rien. Je viens de fêter mes 50 ans, je suis heureux papa de 2 enfants, j'ai une compagne qui est fabuleuse, je suis nourri de relations sociales, je m'éclate dans ma vie, dans ce que je fais. La vie m'a tout donné et j'ai une... En fait, mon travail, c'est aussi la dette, mais au sens le plus noble du terme, la dette éperdue que j'ai par rapport à cette vie. J'ai une dette éperdue par rapport à cette vie. Et j'ai envie de chanter les louanges de cette vie et de dire, ne désespérez pas. Oui, c'est le message qu'il faut donner aux gens. Actuellement, voilà, les médias disent, voilà, ils parlent, je l'ai dit tout à l'heure, ils parlent de guerre, de maladies, ils parlent de choses tristes constamment, les gens sont pas bien. D'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que les gens vous disent sur le site? Parce que je vois qu'il y a un genre de chat sur votre site, les gens vous envoient des commentaires, qu'est-ce qu'ils vous disent? Quel est le mal profond que les gens subissent actuellement? Le mal profond, il est multiple. Il y a la maladie physique qui accable énormément de gens. Est-ce qu'il y a aussi la maladie de l'époque moderne? Ah oui, je pense que l'époque que nous vivons, le manque d'idéal commun d'ailleurs, le fait qu'on soit dans un individualisme forcené, le manque d'idéal, le manque d'espérance. Voilà. En fait, je pense que chacun, consciemment ou inconsciemment, réalise que nous sommes dans un monde et un mode de vie sans but, quelque part. Il n'y a rien qui nous porte, il n'y a pas d'utopie qui nous porte, il n'y a pas d'espérance qui nous porte. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui désespère les gens au plus haut point. En tout cas, moi qui me désespérais, je le vois autour de nous. Est-ce que les gens vous disent, tiens, dans mon travail, ça se passe comme ça, je suis pas bien, ou je sais pas, je me nourris de telle façon, du coup, je suis pas bien non plus, j'ai de l'hypertension, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, ce que disent surtout les gens, c'est... voilà, ça va paraître extrêmement prétentieux, mais quand j'ai découvert tes vidéos, quand on m'a transmis le lien de tes vidéos, j'avais telle ou telle situation de vie, souvent sur le plan physique ou psychologique. J'ai mis en place certaines des réformes d'hygiène de vie que tu proposes, dont tu parles, et voilà ce qui s'est passé. Et c'est amusant parce que dans les commentaires, alors juste les commentaires virtuels, on va dire, les rageux de Twitter et ainsi de suite, on me parle régulièrement des milliers de morts. Je sais pas où ils sont. Voilà, je sais pas où ils sont. Alors souvent on me dit ah oui mais ils sont pas là parce qu'ils sont morts. Je dis non, c'est rigolo. Là on est au niveau pif gadget de la réflexion. Il faut arrêter les conneries. Je veux dire non, ils sont pas là. Il y a pas de mort. Il y a aucun mort. Et d'ailleurs je le dis ouvertement. S'il y avait le moindre mort vu les velléités pour me faire taire, je serais déjà en prison depuis très longtemps. Et d'ailleurs il y a aucune plainte actuellement. Je suis sous le coup d'une mise en examen. Il y a aucune plainte hormis des plaintes institutionnelles à mon encontre. C'est-à-dire il y a aucun individuel qui a estimé avoir eu son état de santé, sa qualité de vie dégradée au travers des conseils qu'il aurait pu glaner dans mes vidéos. Il n'y a personne. Ceux qui m'attaquent, c'est la Miviludes, c'est l'Ordre des médecins, c'est l'UNADFI, qui est une association qui travaille main dans la main avec la Miviludes, donc qui s'occupe de la lutte contre les sectes. C'est des institutions, mais ça ne représente pas une réalité individuelle. En tout cas, vous utilisez vos conseils. Oui, non, oui. Pour moi? Oui. Ah bah évidemment. Donc voilà, regardez, il a 50 ans, le beau gosse. Regardez, il a la forme. À 50 ans, j'aimerais bien être comme ça. Blague à part, je pense quand même que, vu le niveau de pression qui est subi actuellement, que je subis actuellement, mon hygiène de vie me préserve quand même. Il y en a d'autres qui sont partis. Enfin, moi, j'ai une pensée, par exemple, pour mon ami Claire Séverac, par exemple, qui est partie en 2015 d'un cancer fulgurant.
la violence qu'elle a subie a certainement été pour beaucoup. Et des gens comme ça, il y en a énormément qui sont morts à force de... Voilà. Donc je sais aussi que mon capital santé, j'ai intérêt à le maintenir parce que la pression, elle est très très importante, oui. Merci beaucoup, cher Thierry. On va passer à la grande discussion, qu'on appelle grand débat avec nos intervenants ici présents. Mais avant ça, les petites annonces. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Chez GP, nous aussi on assume nos positions politiquement incorrectes. D'ailleurs, toutes les informations les plus sulfureuses sur les sujets clés de la politique et de l'économie sont dans notre revue mensuelle, avec bien sûr toutes nos stratégies financières pour lutter contre ce système. Vivez l'expérience inédite d'une lecture dissidente. Attention, tout abus de contenu dissident comporte des risques, parlez-en à votre médecin.